Le droit, c'est un mot qu'on entend, qu'on utilise tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Derrière ce simple terme, il y a tout un système, une mécanique complexe qui organise nos vies. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir comment le droit nous donne à la fois des règles à suivre, mais aussi des pouvoirs à utiliser. Et pour illustrer tout ça, on va se pencher sur un cas d'étude vraiment passionnant. Alors première question, et c'est la plus grande, qu'est-ce que le droit? Avant même de tenter de donner une seule définition, il faut bien comprendre une chose, le droit ce n'est pas un bloc de béton. C'est une notion avec plein de facettes qui touche absolument à tout. Ça va du contrat de travail à la vie de famille, et ça monte jusqu'à la structure même de l'État. Et c'est justement parce qu'il est partout qu'on a besoin de le définir. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour savoir de quoi on parle, pour ne pas le mélanger avec d'autres types de règles qui, elles aussi, guident nos actions. Alors pourquoi on s'embête à vouloir absolument définir le droit? C'est pas juste un truc pour juristes? En fait, non, pas du tout. C'est même essentiel pour tracer une frontière claire entre ce qui est légal et ce qui relève d'autres systèmes de pensée. Pensez-y une seconde. La morale, par exemple, peut nous dire que mentir, c'est mal. Mais c'est le droit, et seulement le droit, qui va sanctionner un faux témoignage devant un tribunal. La religion peut guider des choix très personnels, mais c'est le droit qui organise le mariage pour tous les citoyens. La différence fondamentale, le truc qui change tout, c'est que le droit, lui, est soutenu par la force de l'État. C'est ça sa spécificité, sa puissance. Et pour rendre tout ça vraiment concret, on va prendre un exemple qui est juste parfait pour ça, le Maroc. Son système juridique est un carrefour, un point de rencontre de plusieurs grandes influences. C'est un laboratoire d'études absolument fascinant. Le droit marocain, c'est un véritable millefeuille. Il y a une couche qui vient de l'héritage islamique, une autre très importante de l'héritage colonial français, et par-dessus, de plus en plus, les normes du droit international qui s'ajoutent. C'est ce pluralisme qui le rend si riche à analyser. Bon, maintenant on entre dans le cœur du réacteur. On va attaquer le premier concept fondamental, le droit objectif. La meilleure façon de se le représenter, c'est de l'imaginer comme le grand livre des règles du jeu de la société. Le droit objectif, c'est la règle avec un grand R. Alors, qu'est-ce que ça implique? D'abord, cette règle, elle est générale et impersonnelle. Ça veut dire qu'elle ne vise personne en particulier, elle s'applique à tout le monde de la même façon. La loi sur le vol, elle est la même pour tout le monde. Et surtout, point crucial, son respect est garanti par l'État. C'est la police, les juges, qui sont là pour s'assurer que la règle est bien appliquée. L'image est parfaite, c'est le manuel du jeu. Ce manuel ne s'intéresse pas à un joueur en particulier. Non, il pose le cadre général. Il dit « voilà le plateau, voilà comment on bouge les pions, et voilà ce qui arrive si quelqu'un triche ». C'est ce cadre qui permet tout simplement à la partie de se jouer. Prenons cet article du droit marocain. Bon, ça a l'air un peu technique, dit comme ça, je vous l'accorde, mais en réalité, ça dit quelque chose de très simple. Si on passe un accord avec quelqu'un, ou si on cause un dommage, eh bien ça crée une obligation. On doit la respecter. C'est une règle générale, pour tout le monde, qui structure des millions d'interactions chaque jour. Ok, donc si le droit objectif, c'est le manuel des règles, alors le droit subjectif, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement les pouvoirs que chaque joueur, c'est-à-dire chaque individu, peut utiliser grâce à ces règles. Le droit subjectif, c'est le moment où la grande règle générale prend un sens pour moi. C'est quand le livre des règles me donne une carte à jouer dans ma propre partie. On ne dit plus « la propriété existe dans la société », on dit « je suis propriétaire de cette maison ». C'est un pouvoir concret, une prérogative qu'on peut exercer et, si besoin, défendre en justice. Pour continuer avec notre analogie, c'est simple. Le livre des règles dit qu'il existe des cartes propriétés. Le droit subjectif, c'est le fait d'avoir une de ces cartes bien à soi, dans sa main, et d'avoir le pouvoir de la jouer quand on le souhaite. L'exemple le plus parlant, c'est évidemment le droit de propriété. La constitution marocaine, ici, ne fait pas que dire que la propriété est un concept qui existe. Non, elle garantit à chaque personne le droit subjectif, le pouvoir personnel d'être propriétaire. Et ce pouvoir, ce n'est pas juste des mots sur un papier. Les tribunaux veillent au grain. Cette décision de justice est fascinante, parce qu'elle montre parfaitement le lien entre les deux droits. Elle dit quoi? Elle dit qu'on protège le droit de propriété d'un individu, mais que cette protection se fait toujours dans le cadre fixé par la règle générale, la loi. On voit vraiment les deux concepts danser ensemble. Le pouvoir individuel est protégé, mais dans les limites fixées pour tout le monde. Voilà, on arrive au lien essentiel entre les deux. D'un côté, il y a le droit objectif. C'est la source, le soleil qui éclaire tout le jeu. C'est la loi qui dit « la propriété est garantie ». De l'autre côté, le droit subjectif. C'est la conséquence, le rayon de soleil qui arrive sur une personne. C'est l'individu qui peut dire « cette maison m'appartient ». L'un est la promesse générale, l'autre est le pouvoir concret. Les deux sont inséparables. Maintenant qu'on a bien ces deux concepts en tête, revenons à notre exemple du droit marocain, parce que la richesse de son histoire a un impact direct sur la manière dont ses règles et ses pouvoirs sont formulés.
Un système juridique, ça ne naît jamais de rien. Ça voyage, ça s'influence, ça s'emprunte des idées. Et la comparaison entre le droit marocain et le droit français sur certains points elle est très, très parlante. Regardez bien ces deux textes. À gauche, la Constitution marocaine. C'est sobre, c'est direct. Le droit de propriété est garanti. Point. À droite, le Code civil français, beaucoup plus lyrique, jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Le style est différent, le contexte historique aussi, mais l'ADN, l'idée centrale est la même. C'est la vision d'un droit de propriété très fort qui est au cœur du système, un héritage d'une tradition juridique commune. Donc, pour résumer, c'est cette interaction permanente, ce va-et-vient entre les règles générales d'un côté et les pouvoirs individuels de l'autre, qui fait vivre un système juridique. Ce n'est pas quelque chose de figé dans le marbre, c'est une mécanique qui est constamment en mouvement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question ouverte, une question immense pour l'avenir. Comment le droit marocain va-t-il continuer à faire dialoguer tous ces héritages? Quelle place pour la tradition islamique, pour l'influence européenne, pour les nouvelles normes mondiales? Il n'y a pas de réponse facile, bien sûr. Parce que le droit, tout comme la société qu'il est censé organiser, n'est jamais vraiment fini. Il est toujours en construction.